Et nous sommes de retour au plateau pour la dernière partie de cette émission. Nous abordons notre quatrième et dernier sujet. Nous parlons du Togo, des primes spéciales mensuelles aux professionnels paramédicaux. C'est une décision, un arrêté interministériel qui prend donc cette décision ce 26 juin, où le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique et celui de l'Économie et des Finances décide donc d'accorder une prime mensuelle spéciale à ces professionnels paramédicaux qui aident ou qui font parfois le travail d'autres acteurs, le travail pour lequel ce n'est pas en fait leur première occupation, mais qui par rapport aux besoins se mettent donc au service des citoyens togolais. Une prime qui s'élève à 30 000 francs CFA qui est accordée à ces professionnels paramédicaux qui effectuent à titre exceptionnel et sous supervision d'un chirurgien généraliste ou d'un gynécologue obstétricien des actes de chirurgie générale et de gynéco-obstétrique dans les formations sanitaires publiques périphériques et avec antenne chirurgicale ne disposant pas de médecins spécialisés en chirurgie générale et en gynéco-obstétrique. Voilà un peu l'essentiel pour cette prime qui leur a accordée. Ceci fait suite à un mouvement qu'observent ces derniers depuis un mois pour réclamer de meilleures conditions, vu qu'ils se donnent, ils font plus que ce qui normalement est attendu d'eux. Nous en parlons avec nos invités. Je voudrais bien commencer par vous, Eric. Le ministère de la Santé et le ministère de l'Économie et des Finances pensent finalement à ces acteurs qui font au-delà de ce qui leur est demandé. Ok. Oui, je pense qu'il faudrait le faire. Je vais vous donner quelques chiffres. Nous avons au total, par rapport à une situation de 2022, des chiffres qui ont été donnés officiellement par le ministère de la Santé. Nous avons 527 personnels, personnes qui forment le personnel médical. 527, je veux parler des médecins généralistes, des spécialistes, des dentistes, des chirurgiens dentistes et des pharmaciens. À côté, nous avons 6015 personnes qui constituent le personnel paramédical. 6015, 527 et nous avons au total 2071 formations sanitaires, à savoir les CHU, les CHR, les USP, de type 1 et de type 2. En prenant ce tableau, nous remarquons tout de suite qu'il y a un déficit en personnel. Si vous devez déployer 6015 infirmiers, sages-femmes, tout ça, dans 2071 formations sanitaires, il y a déjà un problème. Alors, aujourd'hui, la situation est telle que des gens qui ont été à l'école, qui ont reçu la formation pour devenir un médecin, lorsque ces gens-là sont affectés à l'intérieur du pays, on parle souvent de zones défavorisées, lorsqu'on les envoie, qu'est-ce qui se passe tout de suite? Le lendemain de leur affectation, ils déposent des démissions. Il y a une disposition aussi en ce sens, on en parle. Oui, mais quand la personne démissionne, prend ses clics et claques et sort du pays, vous parlez de quelle disposition? C'est ce qui se passe. Et c'est dans le domaine de la santé surtout que nous parlons de fuite de cerveau. Aujourd'hui, la majorité des médecins togolais se retrouvent à l'extérieur du pays. Des gens qui ont été à l'école pour faire le travail. Ils ne sont pas à leur poste parce que
là où on les envoie, les conditions ne sont pas réunies pour qu'ils travaillent. Vous imaginez quelqu'un qui travaille à Lomé, on l'affecte, enfin, je dis à Blita, où il doit trouver une maison à près de 10, 15, 20 km de son lieu de travail. Dès qu'il regarde ça, il démissionne. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est que ce sont ces infirmiers, les paramédicaux là, qui interviennent à la place de ces médecins. Et aujourd'hui, ils se disent, écoutez, nous faisons le travail de ceux qui nous ont appris le travail. Nous faisons leur travail sur le terrain. Mais pour quelle rémunération? D'où le mouvement d'humeur. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a un projet qui s'appelle Sécu, qui demande à ce qu'on crée des conditions où qu'on accompagne ces professionnels de la santé qui sont affectés dans des zones défavorisées. Qu'on les accompagne, qu'on leur donne quand même des moyens pour pouvoir travailler sur le terrain. Je crois que le projet est lancé. Dans son application, je ne sais pas ce qui se passe en tant que tel pour que ces professionnels paramédicaux se révoltent pour demander de meilleurs moyens de travail. C'est vrai que, je crois, le 17 mai dernier, il y a eu une rencontre qui a permis de mettre en place un plan de motivation qui est arrimé à ce projet Sécu. Et dans ce projet-là, je crois que ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est qu'il y a un manuel qui permet à chaque agent de santé de savoir déjà, lorsqu'on t'affecte d'un lieu à un autre lieu, ce que tu peux gagner, quel accompagnement on peut t'apporter pour que tu puisses faire ton travail. Mais je dis, le gouvernement vient de faire un grand pas en accordant cette prime spéciale-là à ces professionnels paramédicaux qui font un travail vraiment remarquable. Vous imaginez que dans une situation délicate, une femme qui arrive pour accoucher, il n'y a pas un médecin sur place, mais c'est ces professionnels paramédicaux qui font le travail avant peut-être que le médecin n'arrive en cas de complications. Et je dis que ce que le gouvernement vient de faire va quand même aider un tant soit peu ces professionnels paramédicaux-là. Ça va les soulager et j'estime que ça va leur donner plus d'ardeur dans le travail qu'ils sont en train de faire. Et je dis, c'est une très excellente chose pour ces professionnels paramédicaux. Michel, les ministres de la Santé et de l'Économie et des Finances ont décidé effectivement d'accorder cette prime spéciale à ces professionnels paramédicaux après que ceux-ci sont quand même montés au créneau pour réclamer de meilleures conditions. Fallait-il attendre cela? Oui, mais en principe, les responsables du ministère de la Santé devaient évaluer le personnel par rapport au rôle que chacun en tout cas, joue sur le terrain, et pour qu'on n'en arrive pas à ces mouvements d'humeur-là. C'est vrai, en sortant cet arrêté interministériel, c'est sûr que
le gouvernement a compris que réellement ce personnel est en train de faire un travail qu'on ne pouvait pas ignorer. Il fallait quand même faire quelque chose. Moi, j'aurais souhaité que cela soit fait plutôt que d'attendre les mouvements d'humeur. Parce que ces mouvements d'humeur-là, vous connaissez l'état de notre système sanitaire, système de santé, qui est très fragile. Les autorités compétentes font ce qu'elles peuvent, mais on n'est pas encore sorti de l'auberge. Donc, quand il y a un mouvement d'humeur, c'est qu'il y a des malades qui ne seront pas pris en charge à temps, et ça peut créer d'autres problèmes supplémentaires. Mais, tout compte fait, c'est une bonne chose. Le gouvernement s'est montré, en tout cas, sensible à leurs revendications, et des solutions idoines ont été apportées. Nous allons seulement dire que désormais qu'ils sont rentrés dans leurs droits, que vraiment ce personnel-là se mette véritablement au travail, parce que si vous réclamez votre droit, c'est que quand vous l'obtenez, il faut que vous montrez à l'employeur que à partir de ce moment-là, vous êtes vraiment bien disposé à faire le travail. Et au gouvernement de ne pas attendre, surtout qu'il y a des situations comme ça, avant de pouvoir réagir. Et dans l'ensemble, disons que personne n'a besoin d'une situation conflictuelle actuellement dans notre pays. Le gouvernement a bien fait de réagir à temps, et vivement que la sérénité revienne dans notre système sanitaire, pour pouvoir aider ce personnel à prendre en charge donc, ceux qui en ont besoin. Merci beaucoup à vous, Michel. Alors, Gabin, les ministres de la Santé, de l'Économie et des Finances pensent au personnel paramédical à travers cette prime mensuelle qui leur est accordée. Annonce faite ce 26 juin à travers cet arrêté interministériel. Fallait-il attendre que ces derniers entrent en mouvement avant de répondre à leurs besoins? Oui, c'est quand même un petit satisfait. Déjà, le mouvement, ça dure déjà combien de semaines? Pratiquement 2 semaines. Voilà, ça veut dire que c'est déjà beaucoup. Et imaginez un peu le désagrément que ça pouvait créer, déjà que notre système sanitaire est assez grabataire, et puis on laisse encore ce genre de situation durer plusieurs jours. Aujourd'hui même, il y a un ami qui m'a appelé que bon, son papa avait eu un accident hier, et ce monsieur a été amené à l'hôpital, il est resté dans le sang. Comme ça, l'ami était à Tabligo, c'est aujourd'hui qu'il est arrivé, et bizarrement il a retrouvé son papa par terre. On ne l'a même pas mis dans un lit, et c'est quand il est venu, il a sorti l'argent et il a payé des trucs qu'on a finalement décidé de s'occuper de son père, alors que le papa a le crâne fracassé. J'aimerais tirer un chapeau quand même au corps médical togolais, parce que beaucoup de personnes disent que ce corps-là est en train de faire de la magie par rapport au plateau technique à leur disposition. Il faut quand même le relever. Et ça, il ne s'agit pas d'une question d'appartenance à un camp ou bien à un autre. On est en train de parler de la situation sanitaire de notre pays. Je ne sais pas quel Togolais aujourd'hui est content, ou bien un Togolais malade qui est content quand on dit que bon, on t'amène au CHU Sylvanus Olympio ou bien dans un centre médical public togolais. Je ne le sais pas. Parfois même, quand tu l'annonces, ton corps commence à sauter, tu as envie de rester à la maison, advienne que pourra. Donc aujourd'hui, moi j'aurais voulu qu'on réagisse face à cette situation-là de manière prompte, et qu'on n'en arrive pas jusque-là, parce que ça crée tellement de désagréments aux patients et à la population que je me demande qui pour réparer cela, parce que sûrement il y a eu mort d'homme dans cette histoire, d'autant plus que vous savez, il y a un déficit de personnel, et Eric l'a dit, il y a un déficit de personnel, et la plupart du temps, les médecins et les paramédicaux aussi, ce sont des gens
sont des humains, il faut le relever. Ils sont des humains et si c'est requis que tu dois travailler dans ce domaine-là où il y a beaucoup plus de personnes pendant 5 heures de temps et que tu arrives à travailler pendant 12 heures, ça pose un certain nombre de problèmes. Tu n'as plus véritablement toutes tes capacités pour pouvoir t'occuper d'un patient. Et bonjour les dégâts. Donc aujourd'hui, je pense qu'il faut réagir avec promptitude et surtout penser au réel problème de notre corps médical. Parce que je ne sais même plus quelle solution adopter pour ce corps-là, pour qu'on arrive aujourd'hui à une solution véritable et surtout à un corps médical et aussi à des centres médicaux assez bien équipés. Parce que moi, je me pose tellement de questions. Peut-être ce sont les cliniques qui sont en train de nous sauver par moment. Oui, ce sont des cliniques. Et ça revient cher aux citoyens. Et ça revient tellement cher. Imaginez ceux-là qui n'ont pas de moyens pour aller dans des cliniques. Ça pose un certain nombre de problèmes. Tu te dis, ben, je suis obligé d'aller dans un CMS ou bien peut-être tu es obligé, quand tu appelles une ambulance, ça ne vient même pas. Tu es obligé de prendre un taxi pour te rendre à l'hôpital et dans ça, tu ne sais même pas si on va prendre soin de toi ou pas parce que le médecin te voit, mais il passe devant toi seulement. Tu ne peux rien dire. C'est assez compliqué aujourd'hui pour les citoyens togolais de pouvoir avoir des soins médicaux adéquats. Même si parfois on peut relever aussi l'indélicatesse de certains médecins ou bien paramédicaux aussi. Il faut quand même relever qu'ils sont en train de faire un travail assez louable. Sauf qu'aujourd'hui, on est en train de leur payer un prime. Est-ce que voilà, est-ce que ça sera pérenne? Voilà, si ça pose un certain problème. On avait vécu déjà un cas, j'aimerais qu'on tire beaucoup de leçons de tout ce qu'on a eu à vivre dans le passé. On a eu à vivre un cas où il y a eu une grève du corps médical avec la création du Saint-Fort, professeur David Dossé et autres là. On était resté dans cette situation-là jusqu'à ce que on ait décidé d'améliorer un tant soit peu leurs conditions de vie et de travail. Aujourd'hui, ce sont les paramédicaux qui se sont réveillés et qui demandent une meilleure condition de travail et de vie. Et surtout, puisque ce ne sont pas leur travail, ils demandent à ce qu'on puisse les aider pour que demain, s'il y a des agréments, qu'ils ne soient pas juridiquement engagés. Ben, qu'est-ce qu'on a fait? Il ne s'agit pas que de l'argent. Et aussi l'argent, ben, ça va durer pendant combien de mois? Et ces mêmes personnes vont encore revenir et faire grève. Et on sera encore handicapé dans nos sacs médicaux déjà grabataires. Il faut quand même qu'on réfléchisse, qu'on pousse les réflexions très loin. On avait déjà adopté la contractualisation. Jusque-là, on n'a pas encore fait les évaluations pour savoir réellement qu'est-ce que ça a apporté à la population. On a mis dedans l'AMU. L'AMU, depuis 3 mois, on est en train de prélever l'argent des gens. Ils n'ont pas encore leur carte. Jusque-là, beaucoup de personnes réclament. Or, on a déjà retiré même les carnets INAM à ces bénéficiaires-là. Aujourd'hui, quand ces personnes-là souffrent, ils sont obligés d'aller à la pharmacie, acheter les médicaments de leur propre poche. Or, on est en train de leur prélever déjà de l'argent sur leurs émoluments. Je pense que c'est assez grave. Aujourd'hui, nous devons réfléchir à notre système sanitaire. Le mois prévu qu'on accorde 15% du budget quand même à la santé, mais aujourd'hui, combien on a accordé à la santé dans la loi de finances 2024? Je ne sais pas. Ah, je ne sais pas. Mais sûrement, ça n'atteint pas. Non, je ne vais pas lui dire. Non, il faut me le dire, il faut m'informer. Donc, pour moi, c'est assez compliqué aujourd'hui, notre système sanitaire. Il faut quand même tirer chapeau à ces messieurs et dames-là qui font quand même un bon travail, même si on peut leur relever des insuffisances. Mais je pense que le gouvernement doit beaucoup plus faire d'efforts parce que la santé n'a pas de prix. Eric, quelque chose à acheter? Non, mais je voudrais dire quand même que c'est vrai que ces professionnels paramédicaux font beaucoup d'espoir. Parce qu'il ne faut pas oublier aussi qu'aujourd'hui, malgré l'INAM, malgré l'AMU et autres, les médecins qui sont dans les centres de santé publics, excusez-moi le terme, mais désertent aussi leur travail et ils détournent les patients vers leur clinique. Pour quelle raison? Ils disent clairement aux patients, excusez-moi, mais
le plateau technique que j'ai à ma disposition ici ne me permet pas d'intervenir efficacement par rapport à ce dont vous souffrez. Rendez-vous dans ma clinique pour... Mais c'est un commerçant. Oui, oui, mais parce que réellement, il n'a pas ce plateau technique-là pour pouvoir travailler là-bas. Réellement, il n'a pas. Mais il y en a aussi, c'est pas une question de plateau technique. Hein? Oui, mais attends, on vous dit que quand vous êtes dans une clinique, on prend mieux soin de vous que dans un centre public. Regardez un peu ce qui se passe. J'ai eu une fuite d'informations cette semaine où on me dit que après les concours de recrutement dans la santé dont on n'a jamais donné les résultats, qu'on va recruter 2228 agents de la santé. Je dis bravo. Si on peut déjà renforcer le personnel, c'est déjà un grand pas. Et j'attends quand même que cette information soit officialisée. Et on me parle encore d'autres projets du ministère de la Santé pour, par exemple, ouvrir une pharmacie au CHU Campus. Et je crois que c'est des situations qui peuvent déjà soulager les populations. Regardez au CHU Sylvanus Olympio, il y a qu'une seule pharmacie. Et je dis, parfois, il y a tellement de monde, quand vous y allez, vous êtes obligé d'attendre pendant 2 heures de temps avant qu'on vous dise que le produit que vous cherchez n'est pas à notre niveau. Donc, il faut courir dans tous les sens alors que vous avez un patient qui est en train de souffrir dans son lit d'hôpital. Et on me dit qu'on va construire une nouvelle pharmacie. Bravo. Également, on me dit qu'on va doter nos centres de santé publique là d'engins roulants et également d'ambulances. Je dis bravo, mais que tout ça là se fasse très rapidement pour permettre aux populations de recevoir des soins adéquats et d'être un peu soulagés. Les gens sont couchés par terre au CHU Sylvanus Olympio. Vous avez des blessés accidentels qui sont là. Personne ne les reçoit. Vous arrivez, au lieu qu'on vous administre les premiers soins, on vous demande d'abord de payer un bon. Ça aussi, c'est une situation qu'il faut régler. Si on est dans le système de l'assurance maladie universelle pour toute la population, il faut qu'on essaie de décréter cela, que lorsque les patients arrivent, qu'ils reçoivent les premiers soins, et après, si on voit que les premiers soins ne suffisent pas, qu'on demande maintenant qu'on paye les bons et qu'on soigne les gens. Je crois que il faut faire ces efforts-là, il faut véritablement le faire pour que les professionnels paramédicaux, eux aussi, n'entrent plus en grève. Merci beaucoup. Nous arrivons pratiquement à la fin. Gabriel, vous voulez ajouter quelque chose rapidement? Oui, vous savez, on peut parler aussi des dispensaires dans nos villages. Il y a aussi beaucoup de situations là-bas où la plupart du temps, il n'y a même pas de médicaments. Simple paracétamol, les gens n'ont pas. Et ce sont les infirmières, les médecins dans ces localités-là qui souffrent beaucoup plus pour apporter quand même le minimum à des populations. Je pense que tout le système sanitaire togolais est quand même à revoir. Même le CHU Sylvanus Olympio, bon, le CHU Campus, c'est un peu mieux. Quand tu vois ce qui se passe là-bas, le travail qui se fait, c'est quand même mieux par rapport au CHU Sylvanus Olympio, qui est devenu quand même le centre, pour moi, assez pitoyable. Quand il pleut, ce sont les inondations. Quand tu rentres dans les travaux, c'est quand même très difficile pour ces patients-là de s'en sortir. Il faut quand même revoir toute la situation sanitaire du pays et puis qu'on n'en parle plus. Merci beaucoup. Nous allons donc faire notre dernier tour de table pour vos mots de fin. Ce sera sur un sujet de votre choix. Eric, je commence par vous. Merci Guillaume. Je pense que aujourd'hui,
entendre que des agents de l'État font des mouvements d'humeur, qu'ils sont en cessation de travail, je crois que ce n'est pas une bonne chose, une bonne image pour notre pays. Alors, nous sommes dans la 5e République, même s'il nous faut 12 mois, encore 11 mois pour installer quand même les nouvelles institutions. Je pense qu'il faut que l'on sorte d'une situation où les gens refusent de débattre. Vous savez, le fait de refuser le débat crée beaucoup plus de situations dommageables aux populations que de solutions. Vous refusez de parler. Vous sentez dans une certaine angoisse, mais lorsqu'on vous demande de venir parler, vous dites non. Je sais que vous qui animez des débats, vous avez cette situation-là. Aujourd'hui, il faut que tout le monde vienne parler. On ne peut pas faire la politique en refusant de parler aux populations, en refusant de débattre sur des sujets importants. Je parle toujours de ce cas-là qui s'est passé avec la nouvelle constitution où le professeur Dosset s'est retrouvé seul devant des gens qui soutenaient quand même cette nouvelle constitution. Il était seul, mais il a eu à dire ce qu'il pensait et c'est ça qui était intéressant. Je crois que les gens ne doivent plus refuser le débat. C'est un appel que je lance à chaque fois que je suis là. Merci Guillaume. Merci beaucoup Eric pour l'appel. Merci Eric, vous êtes journaliste, directeur de publication du journal L'Union. Merci d'être passé sur cette C'est moi. Gabin, vos mots de fin. Oui, j'aimerais parler d'une situation qui pour moi est devenue un cas social à prendre en compte aujourd'hui par les plus hautes autorités du pays. Je constate sur les réseaux sociaux la plupart du temps certaines filles qui s'appellent des cosmétologues ou bien des chimistes qui mélangent des produits et qui les vendent et disent que bon, si vous voulez vous blanchir, venez acheter ces produits-là pour vous blanchir. Et ça ne leur dit mot. Ça ne leur dit mot, ce sont des choses qu'ils disent comme ça, ouvertement, comme ça, devant les caméras. Et les jeunes filles se ruent vers ce genre de dames-là. Et puis bon, elles se donnent de grands noms, tel beauty, tel salon beauty, esthéticienne, cosmétologue, chimiste et tout. Je pense que les plus hautes autorités doivent plancher réellement sur cette affaire parce que ça gâche réellement la peau des gens. Et même il y a certaines personnes qui appliquent ça sur la peau des enfants. Donc aujourd'hui, réellement, c'est une situation, il faut réellement avoir les yeux rivés sur ça pour ne pas qu'on tombe dans un certain nombre de choses. Merci beaucoup à vous, Gabin Adjaro. Vous êtes juriste et directeur d'un cabinet Juriste Consulting. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci, docteur. Michel Tchadja, vos mots de fin. Non, mon mot de fin concerne les conducteurs, au-delà des conducteurs de taxi, à tous les usagers de la route par rapport au klaxon. Au klaxon, nous klaxonnons trop haut. Mais s'il y a le besoin de klaxonner. Non, on klaxonne pour chercher les clients. Okay. On ne cherche pas les clients klaxonnants. On klaxonne en ville pour chercher les clients. C'est dans des agglomérations qu'on klaxonne. On klaxonne pour dans des agglomérations, comme il dit, juste pour on ne klaxonne que pour les animaux. Figurez-vous, on klaxonne même dans les parages même des hôpitaux, alors que le code de la route l'interdit. Il faut quand même le ministère de la Sécurité. C'est bien de mettre des radars, mais il y a certaines choses. Il faut quand même commencer aussi à voir ce côté-là. Et surtout les points critiques dans la circulation, il y a des points critiques. Il y a des situations. Quand je prends l'exemple précis, quand vous êtes sur le goudron, vous voulez aller à Michimtové, à Legbasito, le début en même temps, il y a un trou qui peut faire 5 ans là-bas. Parfois, on règle le problème pour 2 jours et alors que les agents sont là, on peut régler le problème de manière définitive. Il faut que les points critiques, les points noirs
parce que la sécurité, c'est aussi ça. Il faut que le ministère de la Sécurité veille à ce que ces problèmes-là, vraiment... C'est vrai, on ne peut pas faire tout le même jour, mais progressivement régler ces problèmes-là. C'est dans l'intérêt de la population, c'est dans l'intérêt de la sécurité aussi. Merci beaucoup à vous. Michel Tchadja, journaliste directeur de publication de Ouara, les vainqueurs, merci d'être passé sur ce plateau. C'est avec plaisir. Un grand merci également à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro. Merci à Glesson Pignan à la réalisation, à Prudence Makoubé et Gaston Afanou à la diffusion, Rebecca Vessou et Stéphane Kouonou à la caméra. Surtout, merci à vous de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro. Je vous retrouve la semaine prochaine avec le même plaisir pour d'autres numéros.